Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons aborder le rayonnement. Le sujet étant assez complexe, on va commencer de manière assez simple, en considérant un cas relativement élémentaire que nous avons déjà en partie vu. C'est le comportement d'une particule chargée de spin 1,5 dans un champ magnétique, un électron. Alors on considère un électron au repos. Un électron au repos peut être considéré comme un système à deux états, qui sont les deux états de spin. Donc, des états 1 et 2, qui correspondent à des moments angulaires, plus h bar demi et moins h bar demi. Par rapport à un axe donné, Z. Et tout état peut se décrire comme une combinaison C11 plus C22 des deux états de base. Alors, si on a un champ magnétique, ce qui nous reste à déterminer, c'est l'hamiltonien. Alors, considérons d'abord un cas simple, celui où le champ magnétique est aligné selon la même direction que nos états de base, la direction Z verticale. Dans ce cas-là, le champ B a une seule composante, BZ, la composante de la direction Z. Et l'expérience montre alors que la particule a deux états stationnaires, un d'énergie moins mu BZ et l'autre d'énergie plus mu BZ, associés respectivement aux deux états de base. Alors ça, c'est ce qu'on montre l'expérience. Alors, le signe moins pour le premier état, au lieu du signe plus, est dû au fait que l'électron a une charge négative. Mu est une constante qui est propre à l'objet considéré. Un atome, même de spin 1,5, n'aura pas le même coefficient qu'un électron. Et on choisit notre zéro d'énergie par l'effet de l'absence de champ magnétique, donc au cas à l'énergie totale au repos de l'électron qui est donnée par mc carré, considéré comme le zéro d'énergie, et donc l'énergie est négative ou positive selon l'orientation du spin dans le champ magnétique. Puisqu'il s'agit d'états stationnaires, l'évolution est donnée simplement par IH bar, variation au cours du temps de C1 par exemple, est égale à l'énergie, c'est-à-dire moins mu BZ, fois C1. Et de même, C2 avec plus mu BZ fois C2. Et donc l'hamiltonien a simplement la forme moins mu BZ, 0, 0, plus mu BZ. Alors, supposons maintenant que le champ magnétique est quelconque. Alors là, on va appliquer le principe de superposition. On voit déjà que l'hamiltonien ici est proportionnel au champ magnétique. Donc, la relation est linéaire. Et le principe de superposition nous dit que la somme de deux états donne un autre état. Et de même, si on a un hamiltonien associé à une direction, un hamiltonien associé à une autre direction du champ magnétique, la somme des deux champs magnétiques doit donner la somme des hamiltoniens. C'est une conséquence directe du principe de superposition. Et donc, que l'hamiltonien doit rester linéaire, c'est-à-dire avec des coefficients proportionnels aux différentes composantes du champ magnétique. Alors, si le champ est orienté selon de l'axe Z, c'est le cas que nous venons de voir, on obtient les énergies ici. Mais si on change la position des axes X, Y, donc on garde le même spin, on garde le même champ magnétique, on change simplement la direction des axes X, Y, Z. Dans ce cas-là, la physique ne change pas, on fait simplement que choisir des axes pour repérer les directions.
l'électron, le champ magnétique n'ont pas changé, donc la physique n'a pas changé. Par conséquent, les énergies Bz et aussi le champ magnétique total, les énergies doivent rester moins plus mu b dans la direction du champ magnétique. C'est-à-dire qu'on doit avoir deux états stationnaires, E1 et 2, qui sont donnés par moins ou plus mu fois la racine carrée de bx carré plus by carré plus bz carré. Pour un champ avec les composantes bx, by, bz, l'intensité du champ magnétique est simplement donnée par ceci. C'est en fait l'application du théorème de Pythagore, tout simplement. On a aussi que le champ doit rester symétrique, c'est-à-dire que H11 doit être égal à moins H22. Et en appliquant la théorie sur les systèmes à deux états, que nous avons vu, on peut trouver les valeurs des deux états stationnaires pour un Hamiltonien quelconque, et ce qu'on trouve alors, en utilisant ceci, c'est que mu carré b carré plus H12 doit être égal, pardon, H12 au carré doit être égal à mu carré fois bz carré. Là, je vous fais grâce du calcul, mais vous pouvez vous reporter à ce que nous avions vu sur les systèmes à deux états. Alors, le cas particulier où B est le long de Z montre que les coefficients H12 sont indépendants de BZ. Et effectivement, en utilisant la relation ici, on trouve directement que H12 au carré est égal à mu carré bx carré plus by carré. Alors il y a une solution immédiate à ça, à cette équation, c'est de dire que H12 égale racine carrée de ceci. Oui, mais cette relation-là, elle n'est pas du tout linéaire. Or, nous avons dit que ça devait être linéaire. Mais H12 peut être qu'un nombre complexe. Et il existe en fait une solution linéaire. Alors, je vous la donne. Cette solution, c'est H12 égale mu fois Bx plus IBY. Et vous pouvez vérifier qu'on obtient bien ceci. Et cette relation est effectivement linéaire en Bx et By. Alors, notons que cette relation est... il existe plusieurs solutions possibles parce qu'il y a toujours un arbitraire de signes suivant l'orientation de nos axes X et Y, plus ou moins, plus une phase globale. On peut toujours multiplier l'ensemble par une phase globale, chose que nous avons déjà souvent rencontrée. Et il se fait que, pour des raisons de convention, on a adopté, on va suivre cette convention, un signe moins devant et un signe moins ici. Le calcul montre alors que H de 1, en utilisant le fait que la matrice est hermétique, H de 1 doit être égal à moins mu Bx plus IBY. Complexe conjugué, tout simplement. Ce qui nous donne notre matrice hamiltonienne pour un champ magnétique orienté dans n'importe quelle direction. Alors, considérons par exemple un cas où le champ est orienté verticalement, BZ, et on a donc deux états, moins ou plus mu BZ, deux états stationnaires. Supposons maintenant qu'on ajoute un champ perpendiculaire, BX, de petite intensité, et qui varie au cours du temps.
et on choisit une variation sinusoïdale qui varie comme cosinus oméga t, avec une certaine fréquence angulaire oméga. Ce qu'on observe alors, c'est des transitions d'un état stationnaire à l'autre, le système bascule d'un état à l'autre, et ce, d'autant plus efficacement, alors je vous fais grave de tous les calculs, mais c'est d'autant plus efficace que la fréquence est proche d'une fréquence oméga 0 est égale à 2 mu bz sur h bar. On a donc là directement un phénomène de transition entre l'état de l'électron et le champ magnétique qui l'entoure. Premier exemple de ce que nous recherchons. Et nous reviendrons d'ailleurs sur ce phénomène dans le cas du maser. Alors, considérons un autre cas avec un champ magnétique orienté de manière quelconque, et son orientation est donnée par les angles, ce qu'on appelle les angles sphériques. Donc on a un champ orienté comme ceci. L'angle ici est noté phi, et cet angle, est noté θ, et cet angle-là est noté phi. Donc, on redresse d'un angle θ et on fait tourner d'un angle phi, ce qui nous donne une direction quelconque. Alors, avec un champ magnétique constant, en fait, on n'est pas obligé qu'il soit constant, on n'utilise pas cette hypothèse, il pourrait être variable, mais si on le considère comme constant, on sait que de toute façon, le long de ce champ magnétique, on doit avoir des états stationnaires. Donc, quel que soit l'état du système, il doit prendre une forme C1 et C2, pour les coefficients C1 et C2, égale une constante A1 ou A2, fois exponentielle de moins I, E1, si on part d'un état orienté le long du champ, T sur H bar. On calcule facilement le rapport A1 sur H2 avec les équations qui précèdent. On obtient A1 sur A2 égale H12 sur E1 moins H11. Et on sait aussi que A1 carré plus A2 carré doit être égal à 1. C'est-à-dire que notre état doit être normalisé. Avec un petit peu de trigonométrie, ici, pour l'orientation, on détermine facilement, en utilisant la matrice ici, on calcule facilement Bx, By, Bz avec la trigono, et celle-ci nous donne alors H11 égale moins mu B fois cosinus θ, et H12 égale moins mu B sinus θ fois cosinus phi moins I sinus phi. Avec tout ça, il n'est pas très difficile de calculer A1 et A2. Donc je ne vais pas faire le détail du calcul ici, mais le calcul n'est pas très compliqué. Et on trouve que A1 a une phase globale près à nouveau qu'on choisit de manière à avoir A1 cos θ demi fois E exposant moins I phi demi et A2 égale sinus θ demi fois E exposant plus I phi demi. Alors supposons maintenant qu'on ait une particule avec un spin orienté de manière quelconque. On peut avoir alors son état en calculant ceci. Vous montrez que ces expressions ne dépendent pas du champ magnétique.
En fait, ceci est équivalent à une rotation. Et on peut, une rotation du spin, ou une rotation des axes. Donc on peut facilement retrouver ça avec les matrices de rotation. Et ayant un spin donné, dans une certaine direction, supposons qu'on enclenche le champ BZ, verticalement, pendant une durée T, pendant une durée grand T. On l'enclenche, on laisse le système évoluer, et puis au bout de la durée T, on le coupe. Que se passe-t-il? Eh bien, ça équivaut à multiplier le champ, les coefficients, en fonction de ce qu'on a vu, notamment ici, ça équivaut à multiplier par E plus ou moins, pour les deux coefficients, mu BZ fois grand T sur H bar. I, nombre complexe, nombre imaginaire. I, U, B, Z, T sur H bar. Et on voit qu'on a déjà, en fait, les coefficients 1 à 2, un exponentiel avec I. Donc, ce que ça fait, c'est juste modifier la valeur de l'exponentielle. Et on voit que ça équivaut à changer phi en une valeur phi plus delta phi, qui est égale, delta phi, est égal à 2 mu bz T, grand T, sur H bar. Donc nous avons notre spin, on enclenche le champ magnétique pendant une durée T, et le spin tourne, pivote dans ce champ magnétique jusqu'à ce qu'on coupe le champ magnétique. Donc on a un phénomène de précession, que nous avions déjà vu, sous le champ magnétique. Notons que les systèmes à deux états obéissent tous aux mêmes équations d'évolution avec l'hamiltonien. Ce qui fait que ce que nous disons là s'applique à tout système à deux états, quel que soit le système à deux états. On peut toujours identifier les coefficients de manière purement mathématique, en disant, mais voilà, H11 c'est moins mu BZ, ici il ne s'agit plus nécessairement d'un champ magnétique, mais on attribue simplement cette valeur-là, et après ces identifications, on peut alors résoudre l'évolution d'un système à deux états quelconque, comme un système géométrique, comme pour la précession du spin. Si le champ magnétique varie au cours du temps, la direction de rotation du spin varie, mais c'est un simple problème de calcul de rotation qui peut être un peu compliqué si le champ varie, mais c'est un simple problème géométrique. Donc tout système à deux états peut se résoudre de manière géométrique, de manière analogue à ceci. Voilà. Bon, pour l'électron, dans un champ magnétique, ce n'est pas très compliqué. Hein, ce n'est pas la mer à boire. Alors, après cette mise en bouche, nous allons attaquer dans la prochaine vidéo le cas général, qui est le comportement d'un atome, donc pas seulement un électron isolé, mais le comportement d'un atome dans un champ électromagnétique général. Je vous remercie.